Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme ça, vos photos ne sont pas nettes? Vous essayez, mais rien à faire, les oiseaux bougent trop vite et puis les autres animaux ont la drôle d'idée de vivre dans la forêt, c'est-à-dire exactement là où il y a le moins de lumière disponible. En réalité, c'est assez normal en photo animalière. Dans mon disque dur, les photos floues, c'est à la pelle qu'on les ramasse. Mais bon, j'ai la grande chance d'en ramasser moins aujourd'hui qu'il y a 7 ans. Bref, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous expliquer tout ce que vous avez à comprendre pour faire les photos les plus nettes possibles, même avec un matériel datant du siècle passé. Non, peut-être pas quand même. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner une astuce bonus qui me permet d'obtenir des photos comme ça ou ça. Je m'appelle Antoine Aubertin, je suis photographe animalier et je lance cette chaîne YouTube pour vous aider à photographier la nature en vous partageant mes meilleurs conseils. Abonnez-vous si vous souhaitez en voir plus. La première chose à comprendre pour obtenir une bonne netteté sur ces clichés, c'est qu'il faut shooter avec la meilleure lumière possible. La lumière en photo, c'est le nerf de la guerre. Et ce qu'on appelle netteté est souvent perçu comme le contraste bien défini entre les zones claires et sombres de l'image. Pour obtenir cette distinction, ce contraste, il vous faut une lumière directionnelle, une lumière qui va éclaircir les bords et créer des ombres juste à côté. La meilleure et la plus simple des façons pour obtenir cette lumière directionnelle, ça reste évidemment le soleil en lumière directe. Par contre, attention, n'allez pas prendre vos photos en plein après-midi, sauf si vous voulez perdre toutes les couleurs de votre photo. Sortez plutôt le matin ou le soir pour profiter de la belle lumière dorée qui donnera à vos photos un sacré cachet. Et puis, souvenez-vous, plus la luminosité est importante, plus la qualité d'image est bonne et meilleure est la netteté. Tout est lié en photo et pour maximiser les résultats, honnêtement, il vaut mieux pas photographier dans l'obscurité. La deuxième chose à comprendre et à savoir utiliser pour faire des photos nettes, c'est la vitesse d'obturation. C'est le premier réglage auquel vous devez penser, parce que tous les autres ne feront que suivre derrière lui. Autrement dit, le reste, c'est de la compensation, c'est de l'ajustement. C'est comme s'il y avait un ordre dans vos réglages. Le noyau dur, ça reste la vitesse d'obturation, qui représente finalement la durée d'exposition de votre capteur à la lumière. Plus le capteur reste longtemps exposé, plus votre photo sera lumineuse. Mais une longue durée d'exposition augmente aussi considérablement le risque de flou, puisque l'appareil capte tous les mouvements durant un laps de temps plus long. Et donc si le sujet bouge, ces mouvements vont comme être superposés dans l'image, c'est le principe du flou de mouvement. Et l'appareil aussi peut trembler et provoquer ce qu'on appelle du flou de bouger. Pour limiter tous ces risques de flou, il faut raccourcir la durée d'exposition, en limitant drastiquement le temps pendant lequel votre sujet ou votre appareil pourra bouger. Donc on retient, vitesse d'obturation lente, risque de flou, vitesse d'obturation rapide, photo nette. On fige le mouvement et plus le mouvement est rapide, plus il faut le figer vite. C'est pour ça qu'il n'y a pas un réglage universel. La bonne vitesse à choisir dépend entièrement de la situation. Parce que le risque, c'est de se dire, je vais garder une vitesse d'obturation élevée et constante, par exemple 1/2 millième de seconde, et comme ça, je serai sûr que toutes mes photos seront nettes. Sauf qu'une vitesse d'obturation élevée laisse aussi beaucoup moins le temps à la lumière pour s'imprimer sur le capteur. Donc vos photos peuvent finir très largement sous-exposées, surtout si vous photographiez en basse lumière, comme en forêt, par exemple. Alors, pour comprendre vraiment comment utiliser ce réglage, il faut simplement se répéter de choisir la vitesse la plus basse possible, tout en figeant l'action. Je m'explique. Si vous photographiez un chevreuil et que l'action est figée, c'est-à-dire nette à partir d'environ 1/700e de seconde, eh bien, pas besoin d'aller au-delà. Pas besoin de choisir une vitesse à 1/2 millième de seconde inutilement. Ce serait vraiment contre-productif parce que l'image perdrait beaucoup de luminosité pour le même niveau de netteté. Si votre image est complètement nette à 1/700e de seconde, elle ne sera pas plus nette à 1/2 millième. Comme ça, vous économisez un peu de lumière et votre image n'en sera que plus qualitative. Pas belle la vie? Mais attention, on n'a pas dit de descendre en dessous du seuil de netteté pour avoir plus de lumière, parce que là, c'est foutu évidemment. La photo n'est plus nette quoi. On dit simplement qu'à choisir entre deux vitesses qui figent le mouvement de manière similaire, il est préférable évidemment de prendre la vitesse la plus lente des deux. Par exemple, lorsque je dois figer un chevreuil, un renard qui marche lentement, je suis entre 1/500e de seconde et 1/700e. Ce ne sont pas des mouvements rapides, donc j'utilise ici une vitesse plutôt lente. Et si l'image est bien nette, eh bien ça me permet d'économiser de la lumière encore une fois. Et on sait bien que la lumière en forêt, c'est quand même assez utile. Par contre, si je photographie un oiseau en vol, un oiseau de taille moyenne, comme un canard, un faucon, tous ces oiseaux-là, eh bien évidemment je vais me positionner plutôt entre 1 millième et 1/2 millième de seconde pour une image bien nette. Les mouvements des ailes sont évidemment beaucoup plus rapides que juste un renard qui marche tranquillement. Et enfin, pour tous les petits oiseaux comme les roitelets, les troglodytes ou les colibris même, si on est un peu plus exotique, eh bien ils ont des mouvements d'ailes très rapides, vraiment extrêmement rapides. Je vais plutôt aller chercher un 3200e, un 4 millième de seconde. Si je veux vraiment que ça soit entièrement net, il faut au moins ces vitesses-là. De manière générale, plus l'oiseau ou l'animal est petit et plus il faudra
aurez une vitesse rapide. Une buse ne va pas battre des ailes aussi rapidement qu'un colibri, donc pas besoin de la même vitesse d'obturation. Maintenant que vous savez gérer ce réglage, qui est plutôt important, eh bien il faut qu'on parle des ISO. Et non, monter en ISO n'est pas le vrai problème. Les ISO, c'est la sensibilité de votre capteur. Plus la valeur est élevée et plus le capteur sera sensible et amplifiera la lumière. Beaucoup pensent qu'il ne faut surtout pas monter en ISO parce que ça crée du bruit numérique, ce qui dégrade la qualité d'image et donc la netteté. Sauf qu'il faut comprendre que les ISO, en fait, ne créent rien du tout. Ils révèlent le bruit qui est déjà là. Même à ISO 100, il y a déjà du bruit dans l'image, un bruit de fond provoqué par le capteur. Mais sur une photo correctement exposée, le bruit de fond est comme noyé en quelque sorte dans la lumière globale de l'image. Lorsque la luminosité est trop faible, le bruit de fond peut prendre le dessus et réapparaître. À titre d'exemple, vous pouvez essayer de prendre une photo dans l'obscurité et même à ISO 100, vous aurez du bruit parce que aucune lumière ne viendra le couvrir. Donc pour limiter le bruit numérique, il faut surtout de la lumière, encore et toujours. C'est la lumière qui vient faire la qualité d'image. Plus votre photo sera lumineuse et moins le bruit se verra. Donc dans l'idée, il faut chercher à faire rentrer le plus de lumière possible dans l'appareil, et ce dès la prise de vue. Et pour ça, mieux vaut augmenter les ISO suffisamment pour obtenir une image bien exposée, plutôt que les diminuer en pensant qu'on pourra relever la luminosité en post-traitement. J'ai fait ça pendant longtemps, je gardais mes ISO très bas tout le temps, même lorsqu'il y avait peu de lumière, de peur d'avoir du grain. Sauf que les photos étaient bien souvent sous-exposées, et qu'il fallait que je corrige tout ça en post-traitement, ce qui donnait un rendu encore pire. Oh, really? Alors évidemment, monter les ISO en excès ne va rien apporter de bon. Ça va réduire les détails, casser les couleurs, mais ce n'est pas mieux de garder les ISO très bas. Parce que la conséquence logique à ça, c'est ensuite d'ajuster à la baisse, évidemment, la vitesse d'obturation par manque de lumière. Vous êtes en train d'ajuster la vitesse d'obturation en fonction des ISO au lieu de faire l'inverse. Rappelez-vous qu'une vitesse d'obturation trop lente vous donnera automatiquement des photos floues. Je prends un exemple, hein. Vous êtes en forêt, il y a peu de lumière et vous photographiez un renard. Eh bien, mieux vaut une vitesse de 1 millième de seconde à 3200 ISO plutôt que 1 250e de seconde à 400 ISO. Dans le premier cas, votre photo sera nette, bien qu'un peu bruitée, mais dans l'autre cas, la photo sera complètement floue et inutilisable. Il faut que vous fassiez un choix entre une photo nette, dont le bruit peut toujours être corrigé en post-traitement, et pas de photo du tout. Si vous faites partie de ces photographes-là qui ont peur de monter en ISO, sachez qu'il faut apprendre à ne plus hésiter. Et avec le temps, vous serez bien content de pouvoir augmenter plus librement votre vitesse d'obturation. Après, pas besoin d'excès non plus. C'est toujours la même règle, hein. Si votre photo est correctement exposée à partir de 1000 ISO, n'allez pas au-delà, évidemment. Pour trouver la bonne exposition, vous pouvez vous référer à l'histogramme de votre appareil ou bien mettre les ISO en mode auto. Quatrième point à gérer pour des photos nettes, la mise au point. Et oui, parce qu'une photo nette n'est juste pas possible sans un bon focus. Alors, il y a plusieurs modes d'autofocus. L'autofocus ponctuel, connu sous le nom d'AFS chez Sony et Nikon, et plutôt de One Shot chez Canon. C'est le mode d'autofocus le plus simple et classique, on appuie juste à moitié sur le déclencheur et la mise au point se fait une fois. Mais il y a aussi l'autofocus continu, AFC chez Sony et Nikon et iServo chez Canon. C'est ce mode-là qui va nous intéresser pour la photo animalière parce que l'appareil conserve la mise au point sur le sujet même s'il bouge tant qu'on appuie sur le déclencheur. Et des sujets qui bougent en photo animalière, il n'y a que ça. Quand j'ai débuté la photo, j'étais pas au courant en fait. Et j'utilisais l'autofocus ponctuel pour prendre les oiseaux en photo. C'était juste pas pratique du tout, puisque je devais constamment réactualiser la mise au point, étant donné que les oiseaux se déplacent partout. Et lorsque j'ai découvert l'autofocus continu, ça a vraiment changé et simplifié ma façon de prendre des photos, vous vous en doutez. En réalité, l'autofocus ponctuel est mieux pour les sujets statiques, et pour compléter tout ça, n'oubliez surtout pas de choisir le bon nombre de collimateurs, c'est-à-dire le nombre de points qui vont faire le focus dans une zone. Parce que si vous choisissez une zone très large avec beaucoup de collimateurs disponibles, l'appareil risque de faire la mise au point sur d'autres éléments que sur le sujet, comme des branches, en avant ou en arrière-plan par exemple. Ça m'arrive tout le temps ça. Très souvent quand je prenais une zone large pour photographier les oiseaux en vol par exemple, la mise au point se faisait sur les ailes de l'oiseau et du coup sa tête se retrouvait entièrement floue. C'est pas très efficace quoi. Depuis, et c'est ce que je vous conseille, j'ai choisi une zone plus restreinte, même sur les oiseaux en vol pour avoir une meilleure précision. Ça me permet d'être sûr que le focus est bien sur la tête de l'animal et pas ailleurs. Après voilà, j'utilise pas un seul et unique point central, sinon il faudrait une trop grande précision, ça serait trop difficile avec un téléobjectif à bout de bras. Donc pour couper la poire en deux, j'utilise une variante élargie du collimateur central qui est disponible sur la plupart des appareils moyens de gamme. C'est un bon compromis entre précision et tolérance puisque si le sujet bouge un peu, des points de focus secondaires sont tout autour du collimateur central et prennent le relais. D'après moi, c'est l'un des meilleurs choix pour la photo animalière.
Mais bien sûr, ça nécessite malgré tout une certaine précision. Et comment être vraiment précis à main levée? Et bien justement, c'est le 5e point à connaître, parce que si vous tenez votre appareil à bout de bras, vous allez vite trembler et ça ne va pas vous aider à faire des photos nettes ou à garder le sujet dans le champ. La mauvaise nouvelle, c'est que plus votre focale est longue et plus les tremblements et vibrations auront un impact important. Alors voilà la technique. Prenez l'objectif et le boîtier avec vos deux mains, bien fermement évidemment, puisqu'on essaye de réduire les vibrations, et rapprochez les deux bras de telle sorte à ce que les coudes s'appuient sur le torse. Il ne vous reste plus qu'à viser, et même à 600 mm, on est stable. Et si vous voulez bouger de manière fluide, bougez tout le haut du corps, pas seulement les bras. Si vous avez les bras levés, vous doutez bien que ça ne va pas aller. Donc, restez bien compact, et la petite astuce, c'est d'appuyer avec le front sur le viseur pour bien stabiliser le tout. Ça réduira les tremblements encore plus. Si possible, entraînez-vous, soit directement sur le terrain avec les animaux, soit en essayant de prendre en photo des voitures qui passent. Et oui, on n'y pense pas, mais ça peut être un très bon entraînement. Le but, c'est d'obtenir une photo nette de voiture avec une vitesse d'obturation la plus lente possible. Si vous arrivez comme ça à garder une voiture nette en dessous d'environ 1 centième de seconde, on peut dire que vous commencez à avoir une bonne technique. Et lorsque vous êtes dans la nature, sans trépied ou monopode, pensez aussi à utiliser l'environnement comme support. Que ce soit un arbre, un rocher, le sol ou bien vos genoux, ça peut faire la différence au niveau de la stabilisation. Mais là, il faut aussi être un peu inventif et savoir utiliser ce qu'on a sous la main. 6e point pour maximiser la netteté de vos photos, choisir la rafale même pour un sujet statique. En photo animalière, on utilise beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, la rafale. Parce que tout va tellement vite qu'on ne peut pas se permettre de louper une seule seconde. Honnêtement, je ne change jamais de mode, je suis toujours en rafale. Et mon conseil pour vous, ce serait de faire pareil et plus précisément de ne pas prendre qu'une seule image, mais toujours une rafale de photos, même si le sujet est statique. Si vous shootez à une vitesse lente par exemple, même avec une bonne stabilisation, le déclencheur et tous les petits micro-mouvements qu'on peut faire vont gâcher la première photo. Mais si vous en faites plusieurs, vous augmentez drastiquement vos chances d'en obtenir une nette, même avec des réglages pas optimaux. En plus, même si l'animal ne bouge pas, il peut cligner des yeux au moment où vous prenez la photo, ou bien l'autofocus peut faire une erreur sur les premiers clichés et se rattraper ensuite. Si vous prenez un oiseau en photo, il peut y avoir aussi du vent qui fait bouger momentanément la branche sur laquelle il est. Bref, en animalier, il y a 1000 raisons valables de préférer la rafale à la photo unique, même quand on croit qu'on n'en a pas besoin. Donc le mieux, c'est de rester tout le temps dans ce mode pour ne pas louper le coche. D'ailleurs, si tu veux savoir comment obtenir une bonne rafale, une rafale rapide et avoir plein d'autres conseils en photo animalière, tu peux cliquer sur le premier lien en description juste en dessous et télécharger gratuitement ton e-book. Je t'explique toutes les bases pour bien progresser, c'est entièrement offert, il suffit de s'inscrire. L'astuce bonus qui me permet d'obtenir des photos comme celle-ci, c'est de créer une impression supplémentaire de netteté en isolant le sujet avec un maximum de flou. C'est simple, si votre arrière-plan est épuré et bien flou, il fera ressortir beaucoup mieux votre sujet. Le contraste entre les deux, entre l'arrière-plan flou et le sujet en focus, donnera une illusion de netteté encore plus intense que si l'arrière-plan était surchargé. Entre cette photo et celle-là, laquelle vous paraît la plus nette? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la deuxième qui paraît la plus détaillée. Alors une bonne technique pour obtenir un meilleur flou d'arrière-plan, c'est d'essayer de se rapprocher davantage du sujet. Plus vous serez proche de lui, plus l'arrière-plan deviendra flou. C'est physique. Et une autre façon de créer cet effet, c'est d'opter pour une longueur focale plus importante. Si vous utilisez comme moi un 150-600, le flou sera bien plus prononcé à 600 mm qu'à 150, que ce soit en avant ou en arrière-plan. Là aussi, c'est physique. Et si jamais l'arrière-plan est très surchargé, en branche par exemple, vous pouvez essayer de changer de position pour trouver un angle plus épuré. C'est vraiment quelque chose à faire si vous préparez un affût par exemple. Parce que si vous savez que des chevreuils ont l'habitude de sortir à un endroit précis de la forêt, eh bien vous pouvez calculer et placer votre affût en fonction, là où il offrira l'arrière-plan le plus dégagé. On n'y pense pas toujours, et pourtant ça fait souvent la différence entre une photo banale et une photo réussie. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit via le premier lien en description. D'ici là, prenez de belles photos et on se revoit dans une prochaine vidéo.